Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, ce sont des épisodes souvent de news, c'est ce que vous avez connu depuis très longtemps dans le podcast, des épisodes thématiques où on ouvre un dossier et on revient sur un sujet bien précis, ou alors des interviews quand on a un invité qui vient nous parler de sa société, de ses projets ou d'une technologie en particulier. Alors l'épisode qu'on va avoir, vous êtes nombreux à l'attendre puisque c'est un peu notre point de passage annuel du début de l'été, puisque nous allons faire l'épisode qui revient sur le Data and AI Summit de Databricks. Et pour faire cet épisode, j'ai bien évidemment, comme chaque année, Quentin Ambar qui nous a rejoint. Salut Quentin, comment ça va? Salut Vincent, ça va bien, ravi d'être là une nouvelle année et de pouvoir un petit peu vous résumer tout ce qui s'est passé au Data and AI Summit avec toutes les dernières nouveautés en data, AI et tout ce qui va autour. Super. Et évidemment, c'est effectivement chaque printemps ou chaque début d'été, je ne sais plus si on était déjà en été quand ça s'est passé. Vous faites cet événement qui réunit des dizaines et dizaines de milliers de personnes, je crois. Ouais, ça devient vraiment gros. Je crois que cette année, ils étaient 22 000 en présentiel, quelque chose comme ça. Donc c'est à San Francisco, ils ont loué tout le Moscone Center, qui est un grand centre de conférence. Et il y avait vraiment pas mal de monde. Donc ça devient impressionnant, quoi. Et donc, vous avez continué dans la lignée que vous aviez déjà démarré l'an dernier, de faire des nouveaux improvements sur la partie data, data engineering, sur la partie lakehouse et tout ça. Mais vous avez aussi fait des gros progrès sur la partie AI, puisque comme tout le monde, vous avez été pris par cette vague AI avec de l'agentique, des choses comme ça. Donc je te propose qu'on regarde un petit peu ça et on va peut-être commencer par le chapitre qui est le plus évident pour tout le monde, qui est celui data engineering, effectivement, où vous avez fait un petit peu la suite du lakehouse. Comme je dis souvent, le lakehouse, c'est la rencontre entre un data lake et un data warehouse, donc avec des fonctionnalités de base de données. Et mais surtout, pour l'instant, on connaissait le lakehouse sur des fonctionnalités de base de données analytiques, mais là, vous êtes allé un tout petit peu plus loin puisque vous avez ajouté une compatibilité avec du Postgre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est la grosse, nouveauté, le gros announcement qu'il y a eu de cette année. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'était à la fois, je dirais, un petit peu inattendu et vraiment vraiment nouveau. Je vais pas dire révolutionnaire non plus, heu, mais en tout cas, on est vraiment dans une ère où on commence à tout merger ensemble. Donc vous avez la partie un peu classique, que faisait Databricks, OLAP avec, les requêtes sur des gros volumes de données, donc du Spark qui tourne, qui vous fait votre BI, votre AI et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap. Alors ça peut sembler évident, mais sur toutes les petits volumes de données, on a besoin de faire du requêtage individuel. Il y avait un gap. Donc Databricks, ça fait longtemps qu'on bosse dessus en fait, mais un petit peu, on va dire, tout doucement avec la partie, notamment Feature Store, où on avait un Feature Store en temps réel qu'on pouvait activer sur une table et faire du requêtage sur on appelait ça des online tables, pour faire du requêtage, individuel. Et je crois que ce qui a changé, c'est toute la partie, agentic qui est arrivée, donc toute la partie AI où on a plein d'agents qui ont besoin de plein de bases de données. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de plus de stockage, comme ça en temps réel, donc avec une capacité OLTP. Et ce qu'a fait Databricks, c'est qu'ils sont allés un petit peu all-in là-dessus. Alors moi, quand ils l'ont annoncé en interne, j'étais un peu dubitatif. Je me disais, ouais, Databricks qui va se lancer dans du OLTP, il nous dit qu'il voulait faire une nouvelle génération de database. Ça me semblait un peu dingue parce que c'est quand même un autre métier. Et en fait, ce qu'ils avaient en tête, c'est qu'ils ont racheté Neon, alors je connaissais pas Neon avant qu'ils l'achètent, mais apparemment c'était quand même assez gros. Donc Neon, c'est du Postgres managé, mais vraiment en pur serverless. C'est-à-dire qu'on l'arrête et on le démarre instantanément. Ça veut dire que c'est du Postgre managé, donc c'est quand même un format de base de données spécifique, parce que avant que tu parles d'effectivement de Néon et de ce Postgre, j'étais en train de réfléchir, en me dire, alors ils vont faire ça au-dessus de Delta Table, donc ça veut dire qu'on va faire de l'OLTP sur du Delta Table, donc le nombre de fichiers qui vont être écrits dans le log Delta, ça va devenir un truc de malade. Je me suis dit, oh là là là, attends, comment ça peut bien se passer cette affaire? Non, ouais, on a fait une interview avec Reynolds, qui est un des cofondateurs qui s'occupe de cette partie-là, à Databricks, et on lui demandait comment est-ce que tu vois le futur? Est-ce que ça va merger les deux moteurs? Est-ce qu'on va avoir un moteur qui va être capable de faire les deux? Et lui, en fait, il nous dit non, c'est pas possible. Si tu fais ça, tu vas avoir le pire des deux mondes. Ça va pas marcher. C'est vraiment des besoins qui sont fondamentalement différents et pour l'instant, on sait pas les unifier. Donc, il te faut vraiment deux moteurs, et deux capacités complètement différentes.
Et lui, il nous a dit, moi je pense que c'est pas du tout un problème, à partir du moment où on est capable de résoudre pour le client la synchronisation entre les deux moteurs. Donc vous aurez d'un Ouais, côté le moteur d'accord. Sorel et de l'autre Analytics. Et si c'est ce que fait Databricks maintenant, si on synchronise parfaitement les deux tables, alors dans les deux sens c'est compliqué, mais au moins dans un sens que tu peux choisir pour éviter les conflits, et que par exemple quand tu écris sur ta base real-time, ça update quasiment instantanément ta base Analytics. Si ça c'est fait pour toi, bah, du coup en fait en tant qu'utilisateur, tu t'en fiches un peu que ce soit deux moteurs, quoi. T'as quasiment le et là tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Et du coup Ouais, c'est ce c'est-à-dire qu'ils ont fait avec qu'effectivement, tu peux, avec un lag minime, tu peux te retrouver avec effectivement une capacité à avoir de l'analytique qui soit fait au-dessus des delta tables et qui soit OK, et la donnée qui est transactionnelle sur la base de données un peu ultra chaude, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et alors j'ai pas regardé en détail comment marchait Neon. Ce que je sais, c'est ils ont toutes leurs données qui est des fichiers Postgres qui sont stockés sur du S3 ou l'équivalent dans notre cloud. Et par-dessus, en fait, ils démarrent des computes à la volée avec un commit log qui est du coup dans le compute, qui fait que ça reste transactionnel comme il faut. Et après, quand on l'éteint, ça prend le commit log et ça arrive à le flusher de façon assez intelligente sur le bucket. OK, c'est comme ça que cette histoire de serverless fonctionne, c'est-à-dire que quand on a une requête, on boot une workload. C'est un peu le principe qu'on trouvait effectivement dans BigQuery où il y avait, quand on avait besoin de répondre à une requête, je sais plus comment ça s'appelait, le truc Dremel là qui se lançait, et qui mettait de la ressource nécessaire pour répondre à la requête. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu pareil. Mais alors là, ça reste quand même une ressource qui vit le temps. Enfin, si par exemple on le démarre, ça va vivre 1 heure, parce que du coup tout le commit log il s'écrit sur, enfin le wall, il s'écrit sur cette instance-là. Et après quand elle s'éteint, en fait, ça prend le delta du wall, ça le resync sur S3. Moi, je fais la version simplifiée. Je pense que c'est beaucoup plus complexe, mais schématiquement, c'est comme ça que ça marche. Ce qui fait que ça donne un stop and start quasiment instantané. Je crois que c'est en 1 seconde, ils arrivent à démarrer et éteindre les bases Postgres. C'est-à-dire qu'on paye pas quand il n'y a pas de requête. C'est quand même assez dingue. Et l'autre truc vraiment chouette qu'ils font avec ça, c'est qu'avec leur histoire de données qui synchronisent sur les buckets, ils arrivent en fait à recréer un petit peu comme des forks de l'instance de base de données. Parce que du coup, vu qu'ils séparent le compute et le storage Ouais. comme sur des warehouses un peu classiques maintenant, du coup, on peut dire, bon, refork cette base de données-là, et tu repars de là, et ça reprend un delta, et ça réécrit un delta à côté. Ce qui fait que ça fait des use cases super sympas quand tu es en dev. Tu peux prendre ta base et tu la fork et tu la synchronises avec ton Git, en fait. Et Ouais, ton schéma à côté. Ça peut être ce marrant. vieux truc dont on a entendu parler déjà plein de fois, effectivement, de gens qui disent ouais, on va pouvoir faire du snapshot dans la base de données, un peu avec la capacité de faire un petit peu comme un Git, et puis après de pouvoir faire une branche, puis après remerger. Enfin, Ouais, exactement. Ouais, après, remerger, je sais pas, il y a toujours des sortes de conflits de schéma, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de se marrer un bon moment, quoi. au moins, Effectivement. tu peux forker facilement et tester des choses facilement et redémarrer ta base quasiment instantanément sans avoir à tout recopier et tout, quoi. C'est plutôt ça. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal de ce point de vue. Bon, ben c'est quand même un gros truc, et on voit quand même chez plein de gens arriver cette, je vais pas dire jonction, mais le fait que les chemins sont en train de se rejoindre entre ces workloads transactionnels et ces workloads analytiques. Et je pense que le prochain step qu'on aura, ce sera vraiment ces stores unifiés où finalement, ce qu'on a dit depuis toujours qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire d'aller faire des requêtes sur le moteur opérationnel, on va finir par faire de l'opérationnel sur sur le moteur d'analytique finalement. Ouais, je pense que ça va finir par marcher. Et ça a été, ils ont donné des stats marrantes. Ils disent donc les gars de Néon, donc c'est une grosse acquisition. Je sais pas si ça a été divulgué, mais ça doit être au moins 1 milliard l'acquisition, les chiffres. Je crois que c'est ce que j'avais lu, hein. Ouais. Ouais, 1 milliard, ouais, à peu Donc près, ouais. c'est une grosse acquisition qui, bon, en fait, ils ont vraiment acheté la techno là. Je crois que Néon continue à marcher comme service à part, et Databricks l'a entièrement intégré dans sa plateforme. C'est vrai que maintenant, en gros, on fait clic droit, démarrer une table live et ça clone la table Delta et ça fait une table Neon Postgre qui est disponible. Et la stat rigolote, c'est qu'il disait que 80% des bases de données créées sur Neon ces derniers mois, c'est fait par et pour des IA. Donc en fait, il y a des agents spécialisés dans la création de bases de données. Et dès qu'ils ont besoin de stockage ou de faire des choses un petit peu ad hoc, hop, l'agent, il démarre une nouvelle base sur Neon. Et en fait, vu que ça coûte rien quand on s'en sert pas, bah, ça fait vraiment des utilisations qui sont pas chères. Et il y en a plein, plein, plein qui sont créés comme ça. Donc vraiment du gros volume. Je pense faible activité, faible usage, mais des gros volumes de bases qui sont créés.
et bah, je pense que ça va bien marcher pour ça, quoi, c'est sûr. Parce qu'il fallait ça. Là, jusque-là, sur Databricks, quand vous faisiez moi, j'ai des démos avec des agents, mais ça fait du requêtage individuel, ou alors faut créer des Ouais, algos, ouais, ouais. pas terrible. Et là, c'est instant, c'est vraiment c'est ce qu'on veut, en fait. C'est Et tu vois, c'est assez amusant parce que plusieurs clients que j'ai accompagnés ces derniers temps, l'un des gros challenges auxquels ils font face, c'est de réussir à refaire la jonction avec les initiatives IA agents qu'ils ont pu avoir sur le côté et leurs outils analytiques qui se retrouvent un petit peu, ben, détachés de ces initiatives, IA agentiques et leur gros challenge, c'est de faire cette jonction. Donc c'est quand même assez intéressant, ouais. Excellent. Donc 1 milliard pour une boîte qui, je crois que si on s'en tient au à ce que vous avez annoncé, vous faites 3,7 milliards de chiffre d'affaires. ouais. Ça fait quand même des gros paquets d'investissements quand même. Ouais, je me faisais la même remarque, surtout que alors j'ai 0 information sur le chiffre d'affaires de Neon parce que c'est pas public, ils nous ont pas donné les chiffres. Si on cherche sur internet, ils parlent que c'est des en on va dire en dessous de la centaine de millions pour faire simple. Encore une fois, j'ai pas d'infos, je répète ce que je lis sur internet. Je pense que c'est correct, cette ordre de grandeur. Donc ça fait des beaux multiplicateurs quand même. Mmh. Mais après quand on y pense, enfin Databricks c'est valo à je sais plus combien, ça doit être là disons 60 milliards pour faire simple. Bon, ça rajoute un petit milliard, ça fait 1 ou 2 par-dessus pour avoir des bases analytics. Je pense que le pari, il est bon, quoi. Et puis, on va être très clair, c'est juste ce qu'on disait avant, c'est que c'est l'avenir finalement du métier, c'est d'avoir cette capacité multimodale à élargir le nombre de cas d'usage que tu embrasses et Ouais, bah, oui, faut parce que et c'est clairement la stratégie de Databricks. Pour faire de la croissance, il faut attaquer un nouveau marché et clairement, là, ils voilà. tapent le marché parce qu'en fait, il y a les apps de Databricks, donc toute la partie apps, plus apps data, plus AI. Donc ça, c'est un gros business qui démarre et il leur fallait cette capacité-là pour le futur. Et en plus, ces deals, ils sont en général tous faits en equity quasiment. Donc Mmh. en gros, ils prennent juste la valeur de Neon, Oui. la valeur de Databricks, c'est mergé en deux. Est-ce que la somme des deux, ça fait, disons que si c'était 60 milliards, est-ce que Databricks plus Neon, c'est 61 milliards? Si oui, en fait, c'est une acquisition gratos, ils s'emmerdent pas, quoi. Bah, ouais, ouais. C'est la beauté de l'equity. C'est vrai que c'est fou, hein, mais bon. C'est assez dingue. Bon, écoute, moi, je suis toujours très content, de voir qu'il y a une création de valeur qui se fait de cette manière-là, avec des boîtes qui trouvent un plus gros «queue» pour les «absorber» entre guillemets et finalement ça à la fin de l'histoire, c'est quand on voit l'évolution de votre catalogue, toutes les choses que vous avez vues, on reviendra un petit peu sur les haies après avec les acquisitions que vous avez fait il y a 1 an et qui commencent à vraiment prendre forme, mais c'est une réalité. Alors, Databricks, faut pas oublier, c'est quand même à l'origine Spark et il y a effectivement, des nouveautés du côté Spark puisqu'il y a, le Real Time Mode Apache Spark 4.0 et les Declarative Pipelines qui ont été aussi un gros morceau de vos annonces, quoi. Ouais, c'est alors c'est vrai que côté data engineering, l'autre, enfin la vraie grosse annonce, alors il y a Spark 4 qui est sorti avec plein de nouveautés, des nouveaux UDF, ça marche en Rust, il y a plein de choses qui sont dedans. Mais je pense que les 2 plus grosses annonces, enfin surtout la plus grosse annonce en fait, c'est ce qu'on appelle la Declarative Pipeline. Donc sur Databricks, il y avait ce qu'on appelait DLT, Delta Life Table, qui était un module de compute où en fait on déclare des pipelines, ça fait penser à DBT, hein. On déclare du SQL et derrière le moteur, il se charge de faire toutes les transactions et tous les calculs. Alors, use case classique qu'on donne, c'est pour faire du CDC. C'est super dur de réconcilier le CDC. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est pas du Ouais. tout simple. Dès qu'il y a des trucs qui sont pas dans l'ordre, c'est un acte. C'est de la folie à gérer les tombstones et tout. C'est vraiment très compliqué. Et ça, c'est le genre de choses que fait le moteur super bien. Donc, on dit juste consomme le CDC, écrit sur cette table-là, et on gère tous les edge cases un petit peu tordus. Parce que bah, on dit juste en fait fais cette requête SQL et terminé. Et il y a aussi toute une notion donc on fait des vues matérialisées. Donc là, on a un moteur de vue matérialisée sous le capot qui essaye d'être smart et qui recompute que les deltas quand il peut. Enfin, il y a plein un petit peu d'algèbre rigolote SQL derrière pour faire en sorte que ce soit le plus optimisé possible. Et tout ça, c'était dispo que sur Databricks. Alors, nous, on en discutait souvent en interne avec Michael Ambers, qui est un des, on va dire, pères fondateurs de tout ça. Ça fait longtemps qu'ils voulaient le release en open source. Le problème, c'est que c'est super coûteux à Databricks de le release. Ils n'étaient pas staffés pour le faire. Et là, cette année, ils l'ont enfin fait. Pour pour l'anecdote, d'ailleurs, ils commençaient à bosser sur DLT avant que DBT soit vraiment quelque chose. Et je pense que s'ils avaient sorti DLT
en open source dès le début, ça aurait un succès de dingue, bah, comme le succès qu'a DBT maintenant. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a un projet open source qui s'appelle déjà DLT, donc à chaque fois que je lis DLT, je me dis: «De quoi Bah, c'est pour ça qu'ils ont parle-t-il?» changé le nom. Donc maintenant on a tout renommé, donc ça s'appelle plus DLT, ça s'appelle Lakeflow Declarative Pipeline et c'est ça qu'on a open sourcé dans Spark. Et donc, puisque tu parles de Lakeflow, il y a aussi le fait que, les gens et moi je le vois, hein, j'accompagne un client qui a du Databricks et pour qui, en fait, Databricks a plutôt été une réponse pour avoir un moteur SQL plus performant que ce qu'ils avaient avec leurs classiques environnements, Microsoft, mais pas forcément pour faire de la transformation et on a beaucoup entendu parler de no code ou de low code et là vous avez, fait en fait le truc qui peut être le gros game changer là-dessus puisque vous avez sorti, Lakeflow Designer qui, si je le comprends bien, permet de construire des processus, déclaratifs de Lakeflow justement pour pouvoir aller, mais de le faire un peu à la drag and drop, boîte sur une interface, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ça sort enfin. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient le faire aussi, mais là, ils le font pour de vrai. Donc la démo qu'il y a eu, c'était pas des mock-ups, c'est vraiment une vraie démo et un vrai produit qui est en cours de développement. Je crois que la preview est prévue pour, bientôt là, pendant l'été, la fin de l'été et c'est vraiment, bah, du drag and drop où on a les sources de données, on fait clic droit, ingérer la source, on définit la clé de jointure et cetera. Et bien sûr, ils ont intégré ça avec une, couche d'IA. Donc en fait, on peut dire à l'IA ce qu'on veut faire et l'IA fait la transformation. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont arrivés à le faire, c'est-à-dire qu'on peut avoir les 2 vues. Tu as la vue, UI et puis après tu peux repasser à la vue, du coup Declarative Pipeline où tu as ton SQL par exemple qui est Mmh. disponible. Et tu peux vraiment toggle entre les 2 et tu dis juste à l'IA: «Bon, bah, fais-moi ma jointure», et l'IA elle te dit: «Ouh là, attends, je suis en train de faire ça, est-ce que c'est», enfin, il te doit être prompt, pour être sûr que ce soit correct et Ouais. cetera. Hem, donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense que ça va débloquer des use cases, mais on en parlait un petit peu avant, où il y a toute une partie de la population qui, de toute façon, veut juste faire des transformations, mais sans maîtriser du Python, sans maîtriser des Exactement. avancées. Et donc ça va vraiment permettre d'ouvrir encore plus l'accessibilité, on va dire, de la data à des équipes qui sont pas professionnelles en data engineering, quoi. Ah bah, c'est clair qu'à l'époque de l'IA, de trucs assistés par IA, du vibe coding et de toutes ces choses-là, sont vraiment des débats sur lesquels on peut réellement se poser des questions sur la manière de laquelle on augmente la productivité. Donc j'imagine si que Lakeflow Designer ne prend pas seulement en compte ce qui est existant à l'intérieur de ta plateforme Databricks, mais va aussi utiliser les connecteurs puisque vous avez, toujours Lakeflow Connect qui est quand même en constante progression en termes de périmètre et de connecteurs disponibles et donc qui en fait vraiment une plateforme d'intégration pour le coup. Ouais, ouais, ça c'est top, donc il y a Nextflow Connect, c'est tout ce qui permet de se connecter aux sources de données comme Salesforce, tous les ERP et cetera, un peu par défaut et toutes les bases aussi, techniques, donc pour faire du CDC sur des bases SQL ou des bases Postgre ou les bases Microsoft. Du coup, ça fait qu'on commence à avoir un truc un petit peu clic-clic, qui couvre tout, l'ingestion des données, de Salesforce. On se paye juste, le token de connexion, on sélectionne les sources qu'on veut et ensuite en quelques clics ou en quelques, on va dire, scripts, en anglais, on lui demande de faire la transformation, on a l'output. Moi, je trouve ça super excitant. J'espère que ce sera je pense que ça va être un petit peu disrupté tous ces trucs-là. J'espère juste que Databricks fera le bon move. Je pense que personne ne sait à quoi ça va ressembler dans le futur. Peut-être Ouais, que ouais, ça va ouais. pas ressembler tout à fait à ce qu'on imagine maintenant, mais en tout Mais cas, c'est super intéressant parce que c'est sûr que c'est le futur, quoi, avec de l'IA. notre industrie, elle est quand même confrontée aujourd'hui à des cycles de développement qui sont sacrément challengés par l'idée même que l'IA peut arriver et tout bouleverser avec des choses, compliquées qu'on essayait de développer qui finalement deviennent des no features dans le monde de l'IA. J'écoutais un podcast qui disait ça, il disait le nombre de boîtes qui sont mortes avant d'avoir sorti leurs produits parce qu'elles ont mis trop longtemps à le développer et qu'il y a des trucs d'IA qui ont permis de le faire beaucoup plus vite. Ouais, Et ah ça, bah, ça c'est clair que pour nous, enfin dans notre industrie, c'est quand même vraiment un truc que le rythme.
je me souviens, il y a très, très longtemps, on disait quand on essayait de bricoler un truc autour de sa boîte mail et tout, de faire des règles, des machins, des trucs comme ça, dire: «Oh là et vous fatiguez pas, Gmail va le sortir avant même que vous ayez fini de développer le truc» et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ces histoires d'IA. C'est-à-dire que on veut faire un outil super chiadé pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir, manipuler de la donnée. Bah, finalement, avec le vibe coding, on se retrouve avec un truc qui va le faire super vite, quoi. Donc c'est là que ça devient assez impressionnant et ça veut dire qu'on pourrait maintenant, on pourrait avoir le continuum complet comme ça, d'être un petit peu en AI assisted pour pouvoir faire depuis l'intégration de données avec des choses qui sont du côté de Lifeflow Connect jusqu'à la construction du modèle sémantique à l'autre bout, parce que vous avez aussi fait des renforts au niveau de la partie BI, BI Ouais. SQL Endpoint, ce qui vous a un petit peu, mais on va y venir dans 2-3 minutes, l'occasion de allez, de vous amuser un petit peu avec vos amis de chez Snowflake, puisque cette saison. Ouais, c'est un peu la tradition, on va dire maintenant. Mais ouais, avant d'aller là-dedans, c'est vrai que je pense que ce qui change, c'est que comme en fait le moteur, il a toute l'information sur les transformations, l'exécution, le plan d'exécution, potentiellement ce qu'on fait derrière, ça permet de faire des optimisations qui sont vraiment sympas. Et d'ailleurs, je pense que pour revenir juste sur DBT, vu je pense que DBT maintenant, il va juste, appeler au lieu de faire des requêtes SQL sur Spark, ils vont faire le plugin qui va juste appeler du declarative pipeline. Bien Et sûr. du coup, tout ça, ça va permettre de lier aussi avec la partie sémantique, parce que DBT a une belle partie sémantique et de le réinjecter dans le catalogue. On parlera du catalogue, derrière. Donc c'est sympa, je trouve, il y a tout qui converge un petit peu. Je pense que ça va simplifier l'écosystème, c'est vraiment chouette. Non, ouais, c'est très chouette et donc Ouais. vous avez, amélioré votre moteur SQL, qui ne cesse de progresser année après année, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir amélioré votre moteur SQL puisque vos pour rappeler, pour mettre un petit peu de contexte, le summit Snowflake s'était passé une semaine avant le vôtre, Tout à fait, ouais. Et où ils avaient un petit peu aussi annoncé qu'eux, ils amélioraient vachement leur moteur SQL, mais ouais, avec un petit mais. pour remettre donc c'est vrai que tous les ans, Databricks se fait un malin plaisir de faire un petit troll, contre Snowflake. Et cette année a pas fait exception. Donc je crois, alors parce que j'ai pas lu la conférence en détail de Snowflake, mais je crois qu'ils ont annoncé un nouveau moteur à une nouvelle génération, donc qui va plus rapide, essentiellement parce qu'ils ont c'est des nouvelles machines. Mais du coup, le problème, c'est que comme c'est plus rapide, bah, eux, ils perdent de l'argent s'ils réalisent ça directement. Et c'est un problème que tout le monde a. Un Databricks a le même problème. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une Gen 2 et ils ont aussi augmenté le prix. Donc, ce que a fait l'annoncement que Databricks a fait, qui était un peu un fake annoncement, ils ont donc Databricks, le code de couleur, c'est plutôt noir et rouge, et Snowflake, c'est plutôt du bleu. Donc, d'un coup, il y a eu des annoncements sur la partie SQL Engine où on dit que, en gros, Databricks, c'est 5 fois plus performant depuis 3 ans parce qu'on fait des améliorations continues, donc on améliore vraiment la rapidité. Et du coup, sur une slide, on voit, bon, bah, maintenant, le moteur, on est fier d'annoncer qu'il est 25% plus rapide cette année parce qu'on a la nouvelle génération qui vient de sortir et on double les prix, donc ce qui n'avait aucun sens économiquement non plus, avec des barres qui étaient bleues, et clairement le bleu de Ouais, les plus clairs, ouais, voilà. et donc il y a un petit malaise dans la salle, franchement ça a plutôt bien marché, parce que tout le monde était là genre: «Qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement con son truc», et puis après il a fait: «Non mais je déconne, ça c'était ce qui était annoncé la semaine dernière», et en gros il dit: «Nous on a fait les 25%, mais c'est le même prix, on fait pas ce genre de truc de Gen 2», pour faire un petit clin d'œil sur les annoncements des concurrents, quoi. Donc ça, c'était rigolo. Mais tout ça pour dire que côté SQL, bon, il y a eu toute un petit package d'announcements pour dire que le moteur était de plus en plus rapide. Donc il y a plein de choses qui arrivent. Je crois que là, les 25% en question, c'est des optimisations prédictives sur les jointures avec des clés de hache plus performantes essentiellement. Et une autre, mais c'est du software, c'est pas du hardware. Parce que je crois que Ce que l'annoncement de j'allais dire, Snowflake, voilà, c'est du voilà, hardware. ça repose pas sur le fait que vos pools de machines, puisque à la différence de Snowflake, quand on est chez Databricks, on peut choisir les machines qu'on utilise, entre guillemets, vous avez pas la main mise sur les hosts qui sont utilisés, sauf à utiliser vos pools dédiés à vous, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je peux te donner 2-3 petits insights, parce que c'est amusant comme discussion. Donc, il y a 2 modes de compute, hein, sur Databricks. Vous avez le classique, et pour être honnête, on essaye de stopper les clients d'utiliser du classique, parce qu'il y a plein d'avantages à utiliser la partie serverless, qui est le deuxième mode de calcul. Parce que comme on gère les pools, on peut vous les donner instantanément, ça fait du stop and Bah start ouais. instantané.
Le seul inconvénient, c'est que ça tourne chez Databricks, hein, et quand c'est du classique, ça tourne chez vous. Donc pour des questions de privacy, des fois, c'est mieux de faire du classique. Mais on essaie quand même de pousser tout le monde à faire comment ça s'appelle, du serverless, surtout que nous, t'imagines bien que Databricks, on a des discounts complètement dingues sur les computes. Donc au Bah, oui. final, ça permet de faire un meilleur TCO, quoi. Et donc sur le serverless, on change les computes régulièrement dans le back-end sans le dire à nos clients parce qu'ils n'ont pas à le savoir et on communique pas Et là-dessus. puis oui, et puis ça voilà, il y a rien de «visible» entre Voilà, ouais. guillemets. Ouais. Par contre, quand c'est du classique, en fait, ce qui est embêtant, c'est que souvent les clients, ils ont, par exemple, réservé les instances. Donc c'est du i3 qui était réservé 1 an, et si d'un coup, au milieu, on se dit: «Bon, on va changer de compute», c'est un peu Mmh. compliqué. Donc c'est pas évident pour nous de changer le compute, classique, mais le serverless, on le fait en permanence et une partie des là, le 5 fois, le 5X performance improvement sur les 3 ans, dedans, il y a des changements d'instance, enfin, on fait ce Ouais, que tout le monde fait. excellent. Hem, on revient un petit peu sur, cette histoire de d'une expérience, très assistée, et effectivement, l'an dernier, je crois, vous l'aviez déjà annoncé, le BI Genie qui permet et donc là, il est en GA, et donc ça, c'est quelque chose qui permet de boucler un petit peu le continuum et d'avoir quelque chose qui assiste les gens pour construire leur data mart. Enfin, je vais en parler à l'ancienne. Pour construire leur data mart, maintenant on appelle ça un modèle sémantique, pour construire leur modèle sémantique, et de pouvoir aussi avoir des capacités à la volée, construire des requêtes, répondre à des questions, enfin de faire tout ce genre de choses-là. C'est-à-dire que ça va au-delà de la partie design and build. Et ça m'amène à une question qui est, en termes de positionnement, aujourd'hui, vos utilisateurs, ça reste des gens qui ingénierie des plateformes data, ou est-ce que vous avez des gens qui sont analytic engineers et qui vont au quotidien construire des analyses ou des choses comme ça comme utilisateurs de la plateforme Databricks? Bah, alors, historiquement, c'est plutôt, on est plutôt dans le monde façon Databricks, c'est data engineer, data science, Ouais. donc des gens qui font du Python, du SQL, et petit à petit, on a ouvert ça, donc AI, BI, la partie génie, c'est vraiment, je pose des questions en anglais sur mes données. Donc là, ce qui était annoncé, c'est qu'on a enfin, ça devient juste meilleur, on suit un petit peu ce que tout le monde fait, hein, il y a pas de nouveauté, il y a des modes de research, donc du coup, le modèle, il réfléchit, il va poser des questions de follow-up pour faire des analyses beaucoup plus avancées, et donc vraiment aller joindre plein de sources de données et de faire un travail plus malin. Et ça, on essaie de l'ouvrir à une nouvelle typologie d'utilisateurs. Notamment, la gros announcement là-dessus, c'était Databricks One. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'UI de Databricks, elle est très orientée quand même personnes Mmh. techniques. Et donc, même si Jenny, c'est un truc un peu simple où on peut poser des questions, il y a quand même tout le menu sur la gauche qui fait peur avec les trucs marqués Ah ouais, pipeline. ouais, bah, c'est évident. Si C'est pas si évident. si si ton but, c'est pas d'aller faire un notebook, tu quand même C'est- pas, Ouais, c'est pas top. tu sens que tu pas bienvenu, quoi. Voilà. Bon, donc du coup, pour répondre à ta question, parce que clairement Databricks voulait chercher cette nouvelle population d'utilisateurs business, on a lancé Databricks One, et là c'est un petit peu comme une startup qu'ils ont fait à côté. En fait, c'est une nouvelle UI, il n'y a plus rien à voir avec Databricks, on reconnaît même pas que c'est Databricks, et c'est un truc super sexy où tu as tes sources de données avec des jolis tiles, avec tes différents datasets, hein, disponibles, des noms, des analyses préfaites. Et ça, tu peux vraiment donner l'accès à quelqu'un qui n'est pas connecté sur Databricks, c'est un utilisateur externe, pour qu'il puisse vraiment venir faire son requêtage et vraiment avoir un truc ad hoc à côté. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu parlais de la vélocité que ça tuait des startups, ça, je connais un paquet de startups qui font la gueule que Databricks sorte ça parce que c'était euh, leur Ah business. bah, Et ouais. forcément, voilà, ça, c'est toujours la même chose. Les gros augmentent leur part de territoire pour avoir plus de business. Et ça devient vraiment intéressant, quoi. Ouais, bah, c'est comme quand tu as un produit dans une marketplace d'un gros hyperscaler et que le hyperscaler sort la feature dans son catalogue. Ouais, ouais, c'est sûr. Petit à petit, de toute façon, tout ce qui gravite autour, petit à petit, c'est réintégré par les gros pour Mmh. pouvoir gagner plus de parts de marché. Et tout le monde fait ça. Ah Euh, bah, oui. les cloud providers, ils font ça sur notre business. Nous, on fait ça sur le business de plus petit, qui font ça sur le business de plus petit. C'est la loi du marché. Mais bon, ouais. Donc, Databricks One, ça va être top parce que c'est vraiment super user-friendly avec une interface très simple où on vient vraiment poser des questions et avoir des insights business. Et nous, tu vois, on commence à traquer, par exemple, ce type d'utilisateur
comme étant des KPI de notre côté pour vraiment augmenter l'attraction et qu'il y ait le plus de valeur qui soit extraite des données parce que pour Databricks, c'est super Ouais. important au niveau business. Si tu peux justifier qu'avec, ce truc-là, on a fait, économiser des millions à je sais pas quel client, bah, du coup, ça justifie qu'ils payent aussi des millions en Databricks, donc il faut vraiment avoir, A cette partie. Après, ça va toujours faire un petit truc un petit peu peut-être complexe. C'est-à-dire que si le client, il a, par exemple, un Power BI à côté, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il fait dans Databricks One? Qu'est-ce qu'il va faire dans son Power BI? Mais il me semble que vous aviez racheté il y a de ça quelques années une boîte qui faisait du report. Donc il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui va apparaître de ce point de vue-là, quoi. C'était quoi? C'était Redash, non? Bah, ouais, alors ouais, mais ça, on l'a intégré parce que sur Databricks, tu as toute la suite de dashboards, donc tu peux faire du dashboarding sur Databricks. C'est pas encore, drag and drop, donc c'est Ouais, toujours un petit peu, d'accord. ça se rapproche, mais c'est pas aussi drag and drop que du Power BI. C'est un petit peu moins accessible. Alors on a un assistant qui te les fait automatiquement et tout, mais je pense que toi, on n'est pas au Allez, niveau d'un UI de Tableau ou de solutions comme ça. Mais donc de toute façon, il y a plein de gens qui se servent de ces technos-là, elles sont vraiment chouettes, hein, donc on n'est pas vraiment en frontal avec eux, nous on n'a pas de problème, s'ils veulent se connecter à nous, ils se connectent à nous et c'est ouais. très bien. On s'en fiche un peu dans l'absolu. Tant que ça fait tourner le compute de façon égoïste, ça va à Databricks, quoi. Je crois que cette phrase, tu la ressors chaque année finalement par rapport à des features en disant, oh là, tant que ça fait tourner le compute, Bah, tout va bien. il y a un nombre de features, gratuits sur, Databricks qui est dingue parce que, mais c'est simple parce qu'en fait le business model, Mais, tu montres le compute qui est derrière. Tout MLflow, tout ça, c'est gratuit. Il y a des et on va en parler après, mais il y a des trucs de dingue qui sont dispo sur MLflow qui consomment des ressources côté Databricks, qu'il faut stocker tout, il mais, faut tout gérer, mais mais évidemment, c'est de toute façon, c'est toujours la même histoire. Ça revient au, oui, on va utiliser vos technos, trouvez-nous un cas d'usage. Bon, ben, et là, c'est donnez-nous des outils, on va les utiliser. Et évidemment, quand on les utilisera, on augmentera la quantité de choses qu'on fait tourner chez vous. Donc c'est clairement. On va venir à MLflow juste après, mais ça nous permet d'entamer cette rubrique un petit peu AI ML. Vous n'avez pas vous n'échappez bien évidemment pas au fait de dire faire tourner du ML ou de l'AI. Ouais, très bien, tout le monde le fait, mais ce qui est mieux maintenant, c'est de faire de l'agentique. Et donc vous vous positionnez là-dessus avec Agentbricks. Donc c'est assez ouais. Alors je sais pas joli, qui a choisi le nom, mais joli nom. ouais, c'est vrai que donc la partie ML et AI sur Databricks, c'est quand même la spécialité de Databricks. On avait jusque-là plein de capacités qui étaient assez avancées et assez techniques, je dirais. Donc on avait des index qu'on pouvait déployer sur des tables pour avoir des vector search par-dessus. On avait des choses pour faire de l'analyse de datasets, pour créer les meilleurs datasets, pour faire de l'évaluation. Enfin, plein de choses vraiment avancées sur les agents. Moi, pour avoir fait un paquet de démos là-dessus, je peux dire que c'était assez. Tu sens que c'est assez chaud, quoi. Il y a pas beaucoup de gens qui est capable vraiment de faire ça Ouais, end-to-end ouais. et de faire marcher. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, à Oui, mon avis. oui, oui, oui. Dès que tu dépasses le Hello World de ces Ouais. machins-là, ça commence à être un tout petit peu complexe. Ouais, on est clair. Ouais. Tu vas dans des cycles de dingue où il faut que tu fasses des loops de feedback en permanence, que tu fasses des évaluations de folie sur tes données, mais c'est très dur de faire des évaluations parce qu'il faut construire ton dataset. Enfin, c'est d'une complexité malade. Et en plus de ça, t'as des nouveautés qui tournent en permanence. Donc maintenant, on fait plus les évals de la même façon qu'il y a 6 mois, parce qu'il y a un truc qui est beaucoup plus simple pour faire les évals. Donc il faut suivre tout ça. Enfin, c'est de la dinguerie, franchement. Donc là, ce que fait Databricks, c'est qu'ils se sont, bon, on le savait, hein, mais ils se sont dit, bon, ok, maintenant qu'on a les bases techniques, il est temps d'avoir une couche par-dessus pour simplifier tout ça, parce que c'est impossible de faire le développement enfin, de faire les trucs soi-même, quoi. C'est vraiment d'une complexité complètement folle. Donc on a ce qu'on appelle agent bricks, qui sont en fait des petites briques de capacité qui sont complètement managées par Databricks. Donc on va en avoir une par exemple pour faire de l'extraction d'informations sur des données structurées. On va en avoir une pour faire du multi-agent, donc composer des agents ensemble. On en a une pour faire en gros du RAG. Donc tu mets tes PDF et on te fait le RAG automatiquement pour toi en gérant tout seul derrière. Donc ça va être plein de petites briques qu'on peut prendre et assembler pour faire ces agents au final. Et ça va vraiment se mettre ça va se mettre au-dessus pour simplifier que tu pas à y penser. Ce que font les briques, c'est qu'ils ont en fait, chaque brique est spécialisée et c'est là où tu as l'équipe de chercheurs de Mosaic AI qui bosse derrière
où ils vont venir faire, en fait, du tuning spécifique. Ils choisissent quel modèle, est le meilleur modèle. Ils ont des stratégies pour venir faire de l'évaluation qui sont uniques à chaque task avec, beaucoup de recherche derrière, que si toi tu veux le faire, franchement, tu n'y arriverais pas. Et en gros, la vision, c'est que, par exemple, si tu fais une tâche pour faire de l'extraction de texte sur des données non structurées, donc imagine tu as des PDF qui arrivent et tu vas avoir des entités qui sortent, derrière. Tu peux le faire avec un modèle classique et tu peux aussi dire à Databricks: «Entraîne-moi un modèle spécialisé», et tu peux choisir, tu vois une courbe en fonction des entraînements de modèles, tu peux choisir un petit peu où tu mets ton ratio price, quality. Donc en fait, chaque modèle est évalué et tu vas avoir le modèle de base qui est très gros mais qui coûte très cher, hein, qui va te faire 90% d'extraction, par exemple. Si ton use case il est super important et que tu veux que tout soit juste, tu prends celui-là. Par contre, si tu t'en fous mais que tu as beaucoup de volume, tu peux prendre un modèle qui est beaucoup plus petit mais qui va être à 80% au lieu de 90%, par exemple. Mais tu dis ok, ça me va parce que de toute façon, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit pas cher et je m'en fiche que ce soit pas parfait. Donc ça te permet un petit peu de choisir où tu veux te positionner sur cette échelle-là, juste en faisant quelques clics, quoi. Ouais, donc ça, c'est l'intégration de Mosaic qui a été rachetée il y a à peu près une quinzaine de mois, puisque c'était une paire de mois Ouais, c'est ça. avant le summit l'an dernier, je crois. Ouais. Mosaic, à l'origine, il faisait du fine-tuning de modèle foundation. Ouais. Donc, bon, ça, pour être honnête, mais on s'en doutait, c'est un petit peu mort pour le grand public. C'est beaucoup trop spécifique et les modèles maintenant, ils sont vraiment bons. Donc, il y a plus beaucoup de use cases où tu as besoin de fine-tuner un Llama 4 Maverick géant pour Mmh. toi. Par contre, il y a plein de use cases où tu veux te spécialiser sur des tâches et du coup, là, c'est intéressant d'avoir un tout petit modèle qui tourne très vite et qui fait Ouais. exactement ce que tu veux. Et c'est ce que fait Mosaic. Et en fait, on en a plein des modèles comme ça sur Databricks. Toi, tu as le modèle qui génère les commandes. Tu as plein de modèles pour toute la partie d'éval. Tu as des modèles qui font des évals. Tu as des modèles qui génèrent plein de réponses différentes et qui font une analyse pour savoir quelle est la meilleure des réponses. Donc, on a plein de modèles ultra spécialisés comme ça sous le capot qui font des tâches très, très spécifiques. Et comme on a besoin de volume, en fait, on les fait tout petits pour que ça coûte pas cher. Ouais. Et Bah, c'est ce ouais. que fait Mosaic. Ouais. C'est l'équipe de Mosaic qui fait ça. Excellent. Excellent. Et pour faire tous ces modèles et les organiser, il y a effectivement un outil qui est dans votre univers depuis toujours et qui évolue gentiment. C'est MLflow, puisqu'on avait jusqu'à présent un MLflow qui était plutôt adapté pour pouvoir piloter des processus autour du traditionnel machine learning. Et pour le coup, là, MLflow, c'est un petit peu progressé pour aller pouvoir justement outiller ce dont on parlait à l'instant, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors et d'ailleurs, c'est intéressant de l'histoire parce que sur Databricks, il y avait donc sur toute cette partie d'évaluation, de review, parce que le use case classique, hein, c'est on a un agent, on lui pose des questions, l'agent il répond mal, on flag là où il répond mal, et idéalement c'est un autre agent qui le fait. On n'a pas envie de lire ça manuellement parce qu'il y a trop de volume. Donc on a des critères d'évaluation, on a un super agent, un judge qui vient tout scanner. Et on peut créer comme ça des jeux d'évaluation, des datasets pour suivre l'efficacité du modèle. Et donc Databricks a bien senti qu'il fallait faire un truc comme ça. Ils ont sorti des apps, on avait ce qu'on appelait la review app sur Databricks, et on sentait que c'était un petit peu, on va dire, en cours de développement, dans le sens où, comme tout évolue très rapidement, ça changeait très vite. Et puis, ah non, attends, c'est pas ça qu'il fallait faire, on en refait une V2 et tout. Et là, ce qu'ils ont finalement fait, c'est qu'ils ont pris toutes ces applications de review, ils ont tout mergé avec MLflow, ils ont sorti ça dans la version open source d'MLflow. Et maintenant, dans MLflow, en fait, on a deux types d'expériments. On a les expériments classiques, c'est du ML classique. On a les expériments Gen AI. Et là, tu as plein de nouvelles features qui apparaissent dès qu'on détecte que c'est du Gen AI. On vient faire des traces et on stocke les traces de tout ce qui a été fait dans la conversation du modèle. Donc, toutes les étapes intermédiaires de pensée, on trace ça dans MLflow. Ensuite, on a des API de review pour dire c'était bon, en gros, pouce en haut, pouce en bas pour dire si c'était bon ou pas bon. Si c'est pas bon, c'est particulièrement envoyer un LLM. Du coup, de ça, on peut créer des datasets. Et sur ces datasets, on peut lancer des rounds d'évaluation sur des évaluations spéciales. Et tout est dans MLflow open source. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est un gros succès. Je suis vraiment content que la partie open source ait réussi à faire ce pivot-là. Parce que c'était pas gagné quand même, parce que c'est un gros changement entre du ML classique et du Gen AI. Et c'est bien. Ouais, parce que effectivement, nous qui sommes qui avons fait du ML, qui avons fait mener des choses comme ça, on a la sensation et l'envie de faire que on traite de ces problématiques de Gen AI de la même manière que ce qu'on traitait sur du ML. Et l'exemple même de ce que tu dis de MLflow, les expérimentes classiques de ML n'ont pas grand-chose à voir avec ces expérimentes dédiées à la Gen AI. Finalement, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout la même manière
de processer. Il y a pas ce truc, train test, Ouais, que qu'on avait auparavant, donc c'est pas du tout la même façon de faire et merger ça dans un même produit ce qu'est MLflow finalement doit pas être forcément très simple à penser, quoi. Ouais, c'est clair. ouais, donc si vous faites des agents, je vous encourage vraiment même, sans Databricks à essayer le nouvel MLflow. Parce que c'est essentiel, il faut vraiment un truc comme ça où on vient capturer toutes les traces, toutes les conversations, faire des datasets d'évaluation, et comment ça s'appelle? Il y a même une nouvelle feature qui est intégrée que j'adore, c'est, alors je crois que c'est intégré avec, attends, comment ça s'appelle? Je dis une connerie, DY, j'ai oublié le nom du toolkit en Python. Hem, il y a des students de Berkeley qui bossent avec Databricks, qui ont fait un toolkit en Python qui s'appelle DSPy, je crois, qui vient faire du prompt de prompt. Donc en fait, tu lui donnes un prompt, tu lui donnes les évaluations qui vont mal, et tu lui dis, regarde, mon modèle, il gère pas bien ça, refais-moi mon prompt pour que ça marche mieux, en corrigeant tout ce qui va pas dans mes évaluations. Et du coup, ça, c'est même intégré avec MLflow. Alors, je l'ai pas testé encore, mais l'idée, c'est que tu dis juste, voilà mon jeu d'évaluation, voilà mes critères d'évaluation. Tu lui dis, il faut qu'il réponde toujours Ouais. bien et que ce soit correct. Il te dit, bah, tout celles-là, elles sont pas bonnes. Tu lui dis, bon, bah, voilà un sample de ce qui est pas bon, là où mon modèle répond mal. Voilà mes prompts intermédiaires. S'il te plaît, réfléchis et retravaille mes prompts. Et du coup, lui, il va changer le prompt. Et là, on imagine bien une loop où tu changes le prompt, tu rerun, ça marche pas, tu rechanges, tu run jusqu'à ce que tu aies Ouais, les ouais, prompts. mais c'est excellent parce que tu vois bien que là, l'autre jour, on a eu un sujet de RAG avec un client et on sait parfaitement qu'on va le faire marcher un jour et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça sera plus bon parce qu'on n'a pas et avoir un jeu de test de référence, c'est pas facile, et avoir tout ce genre de choses-là. Alors que là, tu arrives vraiment à mettre le truc sous contrôle et avoir cette évaluation continue qui se fasse, quoi. C'est Ouais. clair. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant et c'est vraiment, enfin, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais moi, pour être honnête. Quand je vois les trucs, je me dis: «Putain, mais il faut faire tout ça pour que ça marche, c'est quoi ce délire? C'était censé être simple AI, je comprends pas les gars». Ah non, mais ouais, c'est paradoxalement plus abordable à plein d'égards. Parce que tu as moins de complexité de métriques d'évaluation que ce qu'on avait auparavant. C'est presque plus simple d'un point de vue métrique d'évaluation par rapport au ROC curve et ainsi de suite, enfin le recall, machin, toutes ces choses-là qui pouvaient être un peu complexes à appréhender pour des gens qui débarquaient dedans. C'est presque plus facile. Par contre, la diversité de cas de figure, elle est hyper, enfin, c'est tentaculaire, quoi. C'est Ouais. ça que je vois, moi. Ouais, c'est ce qui explique d'ailleurs que, enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai vu quasiment aucun support en AI qui soit customer facing, quoi. Mmh. Il y en a zéro. Le seul que je connais, c'est un petit peu Amazon qui en fait vite fait un, mais c'est vraiment minable. Mmh. Et tous les use cases, ils sont internals parce que, en fait, on galère vraiment à les faire qu'ils soient vraiment corrects, quoi. Donc c'est Ça ça pose la grande question à 100 balles qui est, c'est quoi la valeur que vous avez créée avec vos trucs? Chez les ouais, clients et on est face sur un vrai truc, hein. Pour l'instant, c'est pas avéré. Il y a aucun client qui répond en bombant le torse, «Ouais, nous, on est super fort, on a». ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui est sûr, c'est que tu as des toi, moi, par exemple, je fais tout avec Cursor AI et ce genre de tool, c'est de la Ah bah, alors ça, par contre, la ouais. valeur, elle est complètement dingue. Moi, Ouais, il y en a qui sont j'ai commencé à travailler avec Claude Code. ouais, c'est de la folie, hein. C'est quand même assez fou, quoi. Tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu parlais d'open sourcer un projet. Ben, cleaner le projet pour documenter, pour s'assurer de la couverture de test, tout ce qui s'ensuit, pour open sourcer un truc, ça te le fait super bien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah, pour revenir à cette complexité, alors ça va peut-être être, tu vas me dire que je vends mal Databricks, si je dis ça, mais moi si tu es une startup et que tu veux faire un produit spécifique, genre tu veux construire Cursor AI ou un truc niche, il faut y aller à fond et c'est sûr que tu vas avoir un gain qui va être dingue, tu peux vraiment faire de la valeur. Mais ça demande des ressources technologiques qui sont tu as intérêt à avoir des mecs bons, quoi, pour le faire. Si tu es plutôt un grand groupe, et que tu es pas confiant, que tu es ces gars-là sur la durée, que tu puisses suivre toutes les innovations, moi, j'irais plus mollo, je ferais des petits use cases internes assez simples et par contre, j'achèterais les startups qui font ça bien pour moi, quoi. Je paierais du Cursor, je paierais toutes ces boîtes-là. Mmh. Ça change tellement vite, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu avant de se lancer à fond là-dedans, quoi.
parce que d'ici 1 ou 2 ans, tu vois, Agent Brick, c'est le tout début. D'ici 1 ou 2 ans, il va y avoir une nouvelle couche simplifiée et là, ça commencerait à être accessible pour les plus gros. Je pense que c'est plus dur que ce que les gens imaginent. Enfin bon, je dis ça, faites plein de tests sur Databricks pour consommer quand même, hein, n'hésitez pas. Hem, un autre sujet dont on a souvent parlé, c'est effectivement la gouvernance sur lequel vous avez, ça a été un de vos grands piliers de développement ces dernières années avec Unity Catalog et évidemment, ça n'a pas échappé, à ce que ça fasse partie du lot d'évolution dont vous avez parlé. Cette partie, gouvernance avec, Unity Catalog et l'évolution de tout ça. Avec notamment en sous-jacent, il y a un peu votre guéguerre, dont on va parler dans un autre épisode du Big Data Hebdo où on va faire un petit peu un dossier sur la Delta versus Iceberg. Mais, évidemment, cette gouvernance est assez liée au format de données sous-jacent et au sujet qu'il y a de est-ce qu'il faut mieux faire du delta pour le partager avec d'autres ou est-ce qu'il faut mieux faire de l'iceberg? Enfin, toutes ces thématiques un petit peu complexes et ces questions un petit peu difficiles à résoudre pour la plupart des gens qui y sont confrontés. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. On peut commencer sur la partie Iceberg et Delta pour faire un peu l'historique. Donc Databricks a open sourcé Delta Lake. Ensuite, à peu près en même temps, il y a Iceberg qui a. En fait, je crois que l'histoire, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble que en tout cas le mythe, c'est Databricks a fait Delta Lake en interne, c'était pas open source. Il y a eu de l'utilisation. Les mecs, je crois, d'Apple ont commencé à s'en servir, mais il y avait des équipes qui n'étaient pas contents que ce soit pas open source. Donc ils se sont dit, bon, bah, c'est pas grave, on va faire notre propre format. Juste après, Databricks a open source et Delta Lake. Et il y a Iceberg qui est sorti de ces gars-là qui était aussi open source. Donc ça fait qu'il y a eu deux formats un petit peu concurrents sur la partie transactionnelle pour les comment ça s'appelle, les warehouses qui sont sortis, Delta Lake et Iceberg. Il y a toujours eu une guéguerre. Donc tu avais d'un côté Databricks, de l'autre côté tu avais tous les concurrents qui voulaient foutre des bâtons dans la roue à Databricks. C'est de bonne guerre, hein, je leur en veux pas. Pour venir aller pousser un autre format qui est Apache Iceberg. C'est vrai que in fine, quand on regarde en dehors de vous et Microsoft avec Fabric, le reste du marché a adopté Iceberg. En tout cas, Snowflake, qu'est-ce que tu veux dire par le reste Snowflake est Bah, parti sur Iceberg c'est-à-dire essentiellement. que dès que quelqu'un ouvre son produit pour qu'il puisse utiliser un format de données tiers, un format de table ouverte, c'est plutôt de l'iceberg qui est proposé que d'avoir une intégration avec Delta, quoi. C'est-à-dire que il y a eu moins d'adoption de Delta en dehors de votre monde, qui est celui de Databricks et de Microsoft, qu'il peut y avoir pour Iceberg. Ouais, alors en tout cas, je pense que ce qui a fait la différence, tu as raison, c'est sur le Iceberg Catalog, qui était la couche d'API REST pour discuter avec Iceberg. Et ça, c'était smart d'avoir fait ça. Et je pense que ça a conquis, c'est ça qui a conquis le marché. Après, sur l'adoption, euh, franchement, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que les gros groupes, ils sont pas mal sur Delta Lake, qui a vraiment beaucoup d'utilisation. Tu vois, bon, c'est une stat à la con, mais en termes de download, c'est vraiment massivement Mm. utilisé. Et Iceberg, c'était plutôt tous les digital natives qui sont partis dessus, Ouais. avec un peu les précurseurs. T'en as un qui est plus safe, l'autre qui est un peu plus nouveau. Je pense que c'est une bonne façon de le. Puis on va faire simple. Moi, je me suis livré à la comparaison dans le détail pour préparer l'épisode du podcast. Euh, Alors, je sais jamais, parce que les deux sont j'aurais enregistré les deux. Si ça tombe, j'en ai un que je livrerai avant celui-là. Enfin, bref, peu importe. Donc, cet épisode Delta plus Iceberg, euh, Delta est quand même infiniment plus simple que de l'iceberg, quoi. Au final, quand on regarde. Alors, ouais, je sais Non, pas. Ce mais qui est sûr, c'est t'as que 12 fichiers. Tu dois ouvrir 5 fichiers différents pour pouvoir lire quelque chose avec iceberg. Que Delta, tu as le log et puis voilà, quoi. Ce qui est sûr, c'est que Delta est plus en avance technologiquement, avec plus de features avancées sur les deletion vectors, sur qu'est-ce qu'on a d'autre, sur l'histoire des Z-order, hein, l'auto-clustering et toutes ces capacités-là, les variantes notamment pour traiter les données. Et en fait, une grosse partie du travail de Databricks là cette année, qui a donc Databricks qui a racheté Tabular, qui est la boîte qui a été créée par les gars qui ont créé Iceberg. Et ils l'ont racheté pour essayer de faire converger en fait un maximum les deux formats pour éviter de se retrouver dans une impasse où tu es vraiment une dichotomie sur le marché.
Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ont en termes de features, ils ont poussé plein de features qui étaient sur, Delta, sur Iceberg. Donc en fait, maintenant, il y a les mêmes deletion vectors, il y a les mêmes variantes pour gérer les données, en JSON, et il y a alors je crois pas qu'il y ait le support pour le comment ça s'appelle? Le The Order encore sur Iceberg, je suis pas sûr, peut-être j'ai une connerie. Mais en tout cas, vu que c'est les mêmes, données en dessous, c'est complètement compatible. Et Databricks a fait ça et c'est pour ça qu'ils ont attendu un petit peu avant de faire un full support sur, Databricks Iceberg qui était annoncé là. Maintenant, on peut faire du Iceberg ou du Delta sur Databricks, c'est pareil. Parce qu'en fait, vu que c'est que les métadatas qui changent maintenant et que tout sur le stockage est vraiment en train de converger, bah, c'est super simple, il suffit de changer juste en fait les métadatas et le stockage est le même, on n'est pas embêté comme ça. J'avais vu effectivement deux trois personnes qui avaient fait des choses où on était capable de convertir les métadatas d'une table de l'un vers l'autre, puisque les fichiers parquets sous-jacents, ça restait finalement la même chose dans les deux Ouais, bah, cas. c'est ce que fait Databricks, hein. Donc Databricks, quand on écrit sur du Iceberg ou du Delta, on fait de la conversion de métadata en permanence. Et je crois qu'il y a même le projet fou. Alors je sais pas si ça se fera, mais parce que alors j'ai un peu lâché l'affaire avec les métadatas de Iceberg et Delta et la techno de comment ça marchait, pour être honnête. Mais si je comprends bien, il y a des cas où Iceberg est un petit peu plus avantagé et d'autres cas où, enfin, chacun ses avantages et ses inconvénients. Et le rêve, ça serait de faire une grosse update, un gros V2 et d'arriver à aligner les métadatas de Iceberg et Delta. Je ne sais pas Mais s'ils y arriveraient, mais ça serait vraiment canon parce que ça simplifierait tout et ça rendrait l'écosystème vachement plus simple en fait. Ça s'appellerait, je sais pas, Deltaberg, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que souhaite vraiment, je pense, Databricks hein, dans le bon sens comment ça s'appelle, du souhait de simplifier tout l'écosystème. Et c'est ce qu'ils ont fait jusque-là. c'est certain que ce serait infiniment plus simple. Et sachant qu'effectivement, à partir du moment où tu accèdes à toutes ces métadonnées au travers d'un catalogue, c'est d'autant plus simple puisque tu te retrouves avec finalement une capacité à lire les mêmes métadonnées, quelle que soit leur origine, puisque tu le fais au travers d'un catalogue. Et donc, on reviendra sur la partie semantic layer dont on a parlé juste après. Enfin, il y a peu, mais on y viendra juste après. Mais effectivement, le Unity Catalog continue à être la pierre angulaire quand même de tout votre système. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Donc Unity Catalog, ça a été open sourcé l'année dernière. C'est un projet qui cartonne aussi, ça marche vraiment bien. Et en fait, donc Unity Catalog, il se base sur l'API REST de Iceberg pour faire toutes ces transformations. Et Databricks implémente aussi cette API. Ça fait, enfin, c'est le même, en gros, c'est le même projet, c'est le même catalogue. Ce qui fait que tu peux, alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais tu peux vraiment écrire et lire depuis un moteur externe. Genre tu prends Trino par exemple, tu écris et lis sur Databricks hein, et tu as les mêmes garanties que si tu écrivais dans Databricks. Donc ça c'est vraiment chouette. Tu veux rajouter des données sur ta table Databricks, tu peux prendre ton compute Trino ou même Snowflake et tu fais un append sur ta table Databricks sans aucun problème via la REST API. Et tu peux le faire du coup en Iceberg ou en Delta. On s'en fout, c'est pareil de toute façon pour nous. Donc ça, c'est vraiment chouette et je pense que c'est ce qui fait que Unity Catalog marche bien, c'est qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire converger ça avec du support sur, tu as les données, tu vas voir les tables, tu vas voir les modèles de machine learning, tu as les fonctions, donc pour tous tes tools en AI et tes agents, tu peux sauvegarder toutes tes fonctions. Et du coup, tu as toute la partie semantic layer qui arrive avec des métriques qui sont ajoutées, quoi. Alors, rappelons un petit peu l'histoire du semantic layer, qui est un sujet qu'on retrouve chez tout le monde. Hein, c'est-à-dire que vos amis, vos amis et néanmoins concurrents de Snowflake ont fait des annonces aussi sur le semantic layer. On sait que c'est quand même le truc qui fait, c'est le mot dont on entend le plus parler dès que vous faites de la BI depuis 6 à 12 mois. Et, euh, et donc là, vous avez aussi annoncé le fait de pouvoir commencer à définir des métriques et de pouvoir commencer à avoir des KPI autour de ces métriques et de pouvoir construire un petit peu le semantic layer, comme le nom l'indique, c'est de mettre une couche compréhensible autour de la structuration de données pour pouvoir restituer des KPI business ou des choses comme ça. Et donc, foncièrement, vous avez ajouté cette dimension à l'intérieur de votre Unity Catalog pour que on puisse avoir un repository unique. Et parce que la maladie fréquente des entreprises, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a 3 personnes qui se sont amusées à calculer le même truc, il y a au moins 2 versions différentes. C'est clair.
de la manière de laquelle c'est calculé et du résultat, ce qui amène dans toute réunion dans une entreprise un petit peu de temps pour, débattre de quel chiffre d'affaires est le bon. Je caricature à mort, mais ça relève quand même souvent de ça. Et donc cette garantie d'avoir dans un Unity Catalog, ces semantic layers, ces KPI qui sont définis permet de faire que au moins on a une vision partagée et applicable partout dans l'organisation de d'un calcul et de sa définition. Ouais, c'est exactement ça et alors il y a plein de façons de le faire différentes. Quand on dit semantic layer, en général, c'est un peu un comment ça s'appelle? C'est un peu un fourre-tout. Il y a pas mal de buzz marketing aussi là-dedans pour être Bien honnête. sûr. Mais c'est vrai que l'idée, c'est assez simple en fait, c'est d'avoir des alors tu peux créer des metric views, donc c'est vraiment des vues avec, des informations business dessus que tu peux définir en YAML par exemple, qui te dit vraiment ce qu'il y a et je pense que la difficulté et la raison pour laquelle, ça met du temps à arriver, c'est que pour le faire marcher correctement, il faut que ça marche avec l'ensemble de la plateforme. Donc par exemple, on a parlé là Mmh. de AI BI, Databricks One, le truc où on peut poser des questions en anglais et avoir des metrics. En fait, il faut arriver à ce que tout ça marche ensemble. Donc l'idée, c'est quand on pose une question en anglais simplement, le modèle, il soit capable de dire: «OK, j'ai ces métriques qui sont disponibles, ces métriques, elles ont été approuvées, je sais que je peux leur faire Ouais. confiance». Donc je vais répondre, je vais demander à l'utilisateur si ma réponse elle est correcte. Si je suis pas sûr, je vais dire: «Attends, j'ai besoin de nouvelles métriques, je l'ai calculée. Est-ce que tu veux que je la rajoute dans ton catalogue? Est-ce que tu la trusts? Est-ce que tu veux demander, à l'équipe, de comment ça s'appelle? De data engineering, ou de BI si c'est bien le bon champ et qu'il la valide?» Enfin, il y a tout un process comme ça à faire à l'échelle d'une grosse entreprise qui est loin d'être facile et c'est ce qu'on essaye de résoudre. Je pense que ça va prendre du temps parce que ouais, tout est nouveau, c'est vraiment complexe et il y a plein de petites briques à faire marcher ensemble, quoi. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir tout ça sur un catalogue ouvert pour que aussi tu puisses le partager, bah, avec un Trino s'ils veulent avoir accès à tes métriques, ils puissent le récupérer. Donc tu définis tout, par exemple, sur Databricks et puis ensuite tu peux avoir ton semantic layer qui est open source et partageable avec d'autres. Ça, c'est super intéressant et ouais, on en parle beaucoup. Si tu me poses la question, à mon avis, ça va être, au bout d'un moment, ça va être enterré, cette histoire des semantic layers. Ça va être juste la couche technique qui fait marcher Ouais, sans bien moteur, sûr, quoi. bien sûr. Alors après il y a le fait est que chez certains, on voit qu'il y a un langage qui est créé pour pouvoir avoir des des façons de construire la modélisation et dans techniquement dans les tables, ça crée plein de tables, ça crée tous ces ensembles de relations, de précalculs, de choses comme ça dans les tables. Mais effectivement, ça vient parfois avec effectivement un verbage un petit peu différent pour pouvoir, créer des choses. Hem et je voulais dire un truc, je l'ai perdu. Flûte. Je pense que ce qui va alors je sais pas où ça en est, j'ai fait une interview avec, comment il s'appelle, merde, j'ai oublié son nom, il va me tuer. Le CEO d'une boîte qui est spécialisée en semantic layer et qui ont open sourcé une version de semantic layer, pareil où tu définis tout en YAML, j'ai retrouvé le Cube? nom. Et je pense que ce qui va arriver, ça va être, enfin, j'espère qu'on va avoir un genre de format qui gagne un petit peu universel de semantic layer et que du coup, on puisse spécialiser des modèles, qui soient open source sur ce semantic layer-là pour que tout le monde ait un petit peu une convergence, que ça marche mieux. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, chacun fait tout à sa sauce. Mais j'espère que ça s'unifiera un peu plus. Quand tu dis, tout à l'heure, je t'entendais dire: «Et tu définis ça dans Unity Catalog et après les gens dans Trino, ils vont pouvoir aller récupérer ça». Donc ça veut dire que Trino se connecte au catalogue pour pouvoir comprendre un petit peu quelles sont les données sous-jacentes et Trino, il fait de la lecture directement via un delta sharing ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il va se connecter avec un SQL endpoint? Non, il va lire alors tu as, bah, tu 2 options, comment ça s'appelle? Alors, si on va dans les détails, tu peux lui donner accès à une vue, qui est par exemple filtrée et du coup là, il va taper un endpoint qui va faire le filtre, qui va leur donner la valeur. Mais Mmh. tu peux aussi passer en direct via le catalogue et vu qu'on implémente les interfaces d'iceberg, en fait, ça va donner les fichiers iceberg directement, les métadatas D'accord. et tu peux OK. les lire en natif, quoi. OK. Donc ça veut dire que tu n'as pas l'obligation d'avoir un SQL endpoint qui soit démarré pour pouvoir accéder à de la donnée qui est à Ouais. l'intérieur de de ton lakehouse. Ouais, OK. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est enfin, ça aussi, c'est un truc qui parce que multiplier les SQL endpoints, ça finit par avoir un coût, ça finit par avoir, des risques de choses qui sont pas faits de la même manière, enfin
Ouais, après, pourquoi est-ce que tu as besoin de Trino quand tu as Databricks SQL, j'ai envie de te dire. Mais, non, je plaisante. Il y a un autre truc où je suis d'ailleurs super, bullish et j'espère que ça va marcher. Je sais pas si Databricks va faire ça, mais c'est, parce que tu sais, il y a tout un use case où tu as du small data quand même, c'est une réalité et Ouais. objectivement, quel que soit enfin Mamoubi, Databricks, prends n'importe qui sur le marché, heu, c'est pas une expérience de dingue comparé à taper un Postgre quand tu as quelques milliers de lignes, quoi. Et là, vu qu'on a cette nouvelle acquisition avec Neon, Mais ouais. j'espère qu'il y aura un truc automatique où tu diras: «Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'écris 1000 lignes, j'ai pas du tout besoin de stocker ça en delta» et magiquement, il y a un truc qui se passe hein, et ça te choisit le bon moteur et du coup, quand tu le connectes à Power BI, tu auras une vraie expérience de dingue, instantanée, ça je pense que Et puis même sur des trucs de data engineering, alors vous allez dire que ça y est, il m'a fallu presque 1 heure pour y arriver. Euh, on a un client chez qui on s'est rendu compte que finalement, il est sur Fabric. Ok. Donc, bon, et historiquement, il faisait du Spark, donc il faisait du Spark sur Fabric, des choses comme ça. Mais ils se sont rendus compte que la plupart des workloads, ils avaient comme tu dis, quelques dizaines de milliers de lignes, centaines de milliers de lignes à tout casser, à manipuler à chaque fois. Et que faire du Spark, c'était quand même pas le truc le plus productif, quoi. Et que finalement, faire un script Python avec un DuckDB dedans pour lire les fichiers parquets, pour pouvoir aller les réécrire derrière, était finalement un truc largement suffisant en termes de performance. Surtout en termes d'efficience du coup, quoi. Donc, ouais, ah bah, c'est sûr. et ça, c'est certain que le paradigme du Spark, il a été super intéressant pendant très longtemps parce que il fallait qu'on ait une solution qui permette de faire ça. Mais là aujourd'hui, foncièrement, il y a plein de workloads pour lesquels Spark ont pas passé plus de temps à créer le contexte autour du Spark, à le démarrer plutôt qu'à faire le traitement en question. Donc, et c'est vrai que votre histoire de Neon, ça pourrait être une super option pour se dire, ben finalement, quand j'évalue que je vais pas avoir un truc démesuré à brasser, ben je fais ça et puis ça sera très largement suffisant, quoi. Tout à Ouais. fait. Ouais, c'est vrai, parce que tu peux alors peut-être je rêve et c'est sûrement très compliqué à faire parce que c'est pas du tout les mêmes moteurs, mais tu pourrais enfin imagine un truc où tu écris du SQL et de toute façon c'est du SQL. Derrière, ça te fait ta transformation, peu importe, et automatiquement, tu vas avoir ta plateforme qui dit: «Attends, mais ça, tu as 10 lignes, je sais que tu vas voir que historiquement, tu as toujours eu que 10 lignes. Laisse tomber, ton Spark qui va te le faire en 1 minute. Là, je te fais instantanément, ta petite database, Neon. Ça va prendre 1 seconde, je te l'écris, puis je te la termine et terminé, quoi. Et après, tu plugs ton Power BI dessus, ça sera instantané aussi, ça te coûtera Mm. 0. Ça, je pense que ça sera un bon truc à voir pour les prochaines années. Je pense que ça va mettre du temps. Ouais, ouais, puis de toute façon, enfin, il y a des tonnes de trucs sur lesquels les choses vont se faire. Mais ce que tu dis là, finalement, se dire finalement qu'il y a un proxy SQL qui est capable de faire l'évaluation de la workload et ainsi de suite, je serais quand même pas étonné qu'on en soit très loin, quoi. Tu vois, je veux dire, de ce point de vue-là, quoi. Ouais, je pense que c'est très complexe mais faisable. Mais à mon avis, c'est un sacré challenge. Mais ouais, ça serait pas étonnant que ce soit un peu le futur de ces plateformes-là, quoi. Tu as une abstraction complète de ton moteur, en fin de compte. Tu as juste, ton interface en SQL et puis derrière, ça fait la magie, quoi. Hum, Au sujet de l'AI, d'ailleurs, on a parlé très brièvement du RAG. Il me semblait avoir vu que vous aviez la possibilité de faire du vector search sur votre stockage. Ouais, Ou de ouais, faire... ouais. Ah oui, il y a un gros annoncement qui a été fait. On a comment ça s'appelle? Ils ont sorti un nouveau moteur, de vector search. Donc ça fait longtemps qu'on a du vector search, ça doit faire, 1 an et demi, je pense. Et le vector search, il était comment ça s'appelle? Alors, on divulgue pas trop ce qui était fait en interne. Je crois qu'ils avaient fait une V1, ça devait être peut-être l'équivalent comment il s'appelle le Elastic Open Source? J'ai oublié le nom. Euh, je sais Hem, plus. bref, c'est l'équivalent de Elastic qui tournait sous le capot, mais c'était pour aller très vite, un time to market. Et là, ils ont refait tout le back-end, pour que ce soit vraiment du serverless en séparant le compute du stockage. Et donc, c'est la même chose, en fait. Quand c'est off, ça consomme rien, ça se rallume quasiment instantanément. Donc, il y a eu un annoncement qui a été fait là, il y a quelques mois. Et il scale vraiment bien, il a vraiment des bonnes performances maintenant, notre vector search. Et donc ça fait des flows sympas. Maintenant, on a une nouvelle fonction où par exemple, tu as des PDF. Alors, soit tu le fais avec la brique, Agent Brick toute faite, soit tu peux le faire manuellement. On a une fonction SQL où ça t'extrait le PDF en texte. Tu prends ton texte, tu le mets dans ta table Delta. Automatiquement, tu as ton vector search qui se crée derrière. Et puis, tu peux faire du RAG dessus. Tu as ta base de documents qui se fait en quelques lignes. Ça commence à être pas mal. Mais encore une fois, enfin, tu fais ça, mais c'est pas du tout, enfin, c'est genre le grand 1, petit a, petit.
Ah bah, Ouais. oui, oui, le Et après, OK, tu as ton vector search, mais c'est pas pour ça que ça marche, hein. c'est l'introduction à une nouvelle cohorte de problèmes que tu vas Ouais. avoir, sous peu. Mais Voilà, ouais, du coup, pour ça devient vraiment facile de faire du vector search sur Databricks, c'est pas cher en plus. Parce qu'avant, c'est comme tout, ça tournait en permanence, c'était pas donné et cetera. Maintenant, vu que tu es en serverless, tu peux en faire plein pour des petits ouais, POC, ça coûte rien. Donc ça démocratise vraiment l'utilisation, c'est chouette. excellent, excellent. Bah, écoute, je trouve qu'on s'améliore d'année en année puisque, d'habitude, il nous fallait faire 2 épisodes tellement qu'on était bavards et Bah, là, on je me suis retenu. Tu m'as dit qu'il là, on a fallait été beaucoup plus concis. Écoute, je te remercie, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour faire cette rétrospective sur votre actualité, annuelle. C'est toujours, super intéressant parce que vous avez quand même une capacité à maintenir le rythme en termes de création de nouvelles features et de trucs qui est quand même assez extraordinaire Ouais et c'est, et d'ailleurs pour la petite anecdote, là, moi j'ai pris 2 mois off parce que j'ai eu une petite fille et c'est la première année où en revenant, je me suis après le Data and AI Summit, parce que, vu que je fais pas mal de démos pour tous les composants, c'est, une grosse partie de mon boulot, il faut que je suive absolument 100 de la plateforme et je suis revenu, je me suis dit: «Oh là là, mais je vais jamais y arriver, quoi. Il y a trop de trucs, c'est genre impossible de tout couvrir». Donc je suis d'accord, je pense que l'IA fait que ça accélère tout le bazar, hein, tout, plus de contenu, plus d'infos. Je sais même pas comment des fois, je me dis: «Les clients, je sais pas comment ils font». C'est nous allons tellement faire du Paul Péton dans le texte. La semaine dernière a été une année très dense. c'est clair. Non, mais ça devient impressionnant, ouais. Ça va pas ralentir. Mmh. Ouais, c'est clair. Quentin, je te souhaite, d'avoir, bien du courage pour pouvoir continuer à intégrer tout ça puisque, effectivement, comme tu dis, tu t'es recollé dedans récemment et que ça te fait beaucoup de choses à intégrer. Je suis à nouveau ravi. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré pour faire cet épisode et puis, bah, écoute, on essaie de se reparler de tout ça, peut-être avant le prochain summit, parce qu'il y aura probablement des choses à mi-parcours, dont il faudra se reparler. Bah, ouais, ça marche, ouais, il y a un gros announcement qui a pas été ils ont gardé un petit peu ça pour après, donc on pourra en reparler, quand ça arrivera sur le data engineering. Super, excellent. Allez, salut. Salut Vincent, merci. Merci, ciao.